tous et bienvenue sur Jay's Gaming. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau patch note de Europa Universalis 4 qui est la 1.11 que nous avons ici. Donc c'est comme pour la 1.10 de la bonne lecture de texte. Donc je vais vous faire tout ça en français. Du coup, voilà. Alors, il faut savoir que donc il y a une nouvelle expansion qui vient de sortir, mais c'est une expansion gratuite à l'occasion de la journée de la femme. Voilà, donc ils ont fait un truc spécial journée de la femme, donc ça c'est sympa. Et du coup, bon, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées et retirées. Donc du coup, on va commencer, et puis bon, pareil comme la dernière fois, je vais pas absolument tout faire, mais je vais couvrir, je pense, les éléments essentiels. Donc du coup, maintenant en fait, on va pouvoir avoir l'option d'ajouter des nations customisées après avoir chargé une partie sauvegardée, alors qu'avant dans les parties sauvegardées on pouvait pas ajouter de nouvelles nations customisées. Les nouveaux joueurs ne pourront pas rejoindre une partie en multijoueur après que d'autres joueurs aient commencé à éditer des nations customisées, parce que cela causerait un... Je sais pas ce que veut dire OOS, mais j'imagine que bon, ça causerait un problème, quoi. Donc voilà, si les joueurs ont commencé à créer des nations customisées dans une partie multijoueur, et ben si quelqu'un d'autre rejoint entre temps, ça marchera plus. Voilà, il pourra pas rejoindre, en gros. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, toutes les nations démarrent maintenant avec un petit peu plus d'or et de limite de force pour leurs armées. Qui est équivalent à un niveau de taxe de base de 20 en setup customisé. Donc, ça veut dire quoi ça en fait exactement? Toutes les nations commencent avec au moins 20 bases taxes. C'est comme ça que je le comprends moi. Quand on fait un truc custom, toutes les nations ont au moins 20 bases taxes. Ça permet, en gros, j'imagine que si vous faites une nation qui a juste une simple petite province mais qui à côté a des super idées, ça permet peut-être un petit peu mieux de balancer tout ça. Je sais pas, faudra tester, faudra regarder. Ensuite, alors DHE, que veut dire DHE déjà? Je ne sais pas. Alors, ce sont des événements, je pense qu'ils parlent d'événements. Donc tout ce qui est événements historiques, ce genre de choses, est maintenant activé lorsqu'on joue avec des provinces aléatoires, randomisées ou à plat. Alors c'était le concept de dire toutes les provinces ont un base tax de 2 ou 3 par exemple. Comme ça en multijoueur tout le monde a les mêmes chances quoi au départ. Plus de provinces qui valent 12 ou 15. Toutes les provinces ont la même valeur. C'est une idée d'approche multijoueur. Ça peut être intéressant à tester. Ouais, je suis pas certain si ça veut dire que ces trucs historiques sont activés que quand on est en normal ou historique, mais pas en random ou aplati. Je vous avoue que je trouve que cette phrase est mal formulée. Bref, vous comprenez l'idée, je pense. On va passer à la suivante. Alors, nouvelle option pour avoir des nations aléatoires. Ah d'accord. Ok, donc c'est que on peut en fait faire en sorte que le monde entier soit généré de nations aléatoires. Plus utiliser les nations historiques du tout, donc complètement aléatoires, et elles auraient des noms et des drapeaux générés aléatoirement. Voilà, c'est une option en tout cas pour le faire. Si vous mettez cette option au lancement du jeu, ben, vous aurez aucune nation historique, et vous aurez que des trucs complètement générés aléatoirement, et avec un drapeau généré aléatoirement. Du coup, effectivement, ok, donc on commence le jeu avec plus de terres explorées. Quand on... de terre terrestre, hein, de terre, c'est logique, terrestre, de cases terrestres explorées au lancement de la partie avec une nation personnalisée, sur le même continent que notre capitale. Donc ça, en gros, j'imagine qu'avant, parce que moi, effectivement, j'avais fait le test avec la partie avec les Vikings, bon, j'avais trouvé qu'on avait pas mal d'exploration au début, au final, en Amérique du Nord, ça m'a pas choqué en tout cas. Donc du coup, bon... ouais, je vois pas trop l'intérêt de ça, mais bon, pourquoi pas. L'exploration navale automatique va maintenant explorer des zones beaucoup plus larges. D'accord. Donc, ça va explorer des zones beaucoup plus larges, et ces zones sont basées sur les nœuds de commerce. Et cela affichera un message lorsque leur mission est terminée. Ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que
toujours cette histoire d'explorateurs qui ont fini leur mission et qu'on oublie pendant 10 ans. L'exploration manuelle a été à nouveau désactivée avec le fait d'avoir retravaillé comme ça. Parce que, en gros, à la 1.10, vous pouviez pas faire d'exploration manuelle et vous avez juste leur système, sauf qu'ils se sont rendus compte que, dans les faits, une fois que les joueurs avaient commencé à jouer avec, ça marchait pas. Et c'était pas bon, c'était pas bien foutu. Du coup, dans le 1.10.1, ils avaient dit, ok, vous pouvez à nouveau explorer manuellement. Et là, dans la 1.11, du coup, ils disent non, vous ne pouvez plus explorer manuellement. Maintenant, on reprend le système et on l'a amélioré. Donc ça devrait aller. Donc ensuite, en gratuit. Alors ça, j'imagine, expansion future, ça doit être des trucs Eldorado, du coup. Faut avoir Eldorado pour profiter des 5 premières, là. 6 premières. Ensuite, en termes de fonctionnalités gratuites, donc ils ont sorti le DLC gratuit Women in History, donc les femmes de l'histoire, qui ajoute une centaine d'événements basés autour de femmes historiquement significantes, enfin significantes, ça veut rien dire je crois en français, en tout cas qui ont joué un rôle dans l'histoire quoi. Ce DLC ajoute aussi ah voilà, ça c'est sympa. En fait, on va maintenant avoir des conseillers féminins. Voilà. Avec des portraits féminins et tout pour les conseiller. Donc ça c'est pas mal. Voilà, ils peuvent être rarement générés dans notre cours. Donc dans la liste des trucs disponibles. Mais par contre, ces femmes, conseillers femmes, peuvent popper à cause des événements, des 100 événements qui ont été rajoutés dans ce DLC gratuit. Voilà. Donc c'est la journée de la femme, du coup voilà, à toutes les femmes, un gros bisou. Game balance, alors, là les choses deviennent intéressantes. Alors, can no longer cancel military, alors oui, on ne peut plus annuler un accès militaire avec un pays qui a des troupes ennemies dans leurs frontières. Alors quand on fait annuler, quand on fait annuler l'accès militaire, c'est qu'on l'avait donné. D'accord, donc si le mec il est envahi et qu'on lui a donné l'accès militaire, on peut plus lui annuler. D'accord, c'est peut-être pour éviter que leurs troupes soient bloquées quelque part, j'imagine. Du coup, non, ben non, quand... Non, ah mince. Révoquer, c'est pas la même chose quand c'est les révoque. Révoquer et annuler, c'est pas la même chose. Révoquer, je crois que c'est quand on le donne, et annuler, c'est quand on le reçoit. Voyons voir. Qu'est-ce qui ferait le plus de logique? Alors, ne peut plus révoquer l'accès militaire des pays qui ont des troupes à l'intérieur de nos frontières. Donc ça paraît logique. Ça, c'est quand on a donné à quelqu'un un accès militaire. S'ils ont leurs troupes à l'intérieur de nos frontières, on ne peut pas révoquer l'accès militaire. C'est logique. Faut attendre que ces troupes sortent. La même chose quand des troupes ennemies de cette nation sont à l'intérieur de nos frontières. Donc ces deux-là vont ensemble. C'est logique. Par contre, donc ça c'est quand on l'a donné à quelqu'un. Ça c'est quand on nous l'a donné à nous. On ne peut plus l'annuler. On ne peut plus annuler notre accès militaire chez eux s'ils ont des troupes ennemies dans leurs frontières. Je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas. Faudra regarder, probablement qu'en fait c'était pour adresser un bug ou un exploit qu'ils ont rajouté ça, et je l'ai pas rencontré cet exploit, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Bref, espionnage, un espion, voilà, un espion qui a été découvert va mettre un cooldown de 5 ans pendant lesquels on ne peut pas envoyer de nouveaux espions dans le pays concerné. Dans le pays cible dans lequel il a été découvert quoi. Par contre ça n'affecte pas le fait de fabriquer des revendications. Donc tant mieux parce que putain sinon imaginez le bordel. Mais ça concerne uniquement le groupe d'idées de l'espionnage. Donc moi mon conseil c'est de toute façon ne le prenez pas. Donc ça va pas vraiment avoir d'impact en tout cas sur mes parties à moi. Mais après voilà, ça rend en tout cas les idées d'espionnage encore plus inutiles qu'elles le sont déjà aujourd'hui. Donc bon. Les républiques oligarchiques ne peuvent plus avoir de mariages royaux. Ok, oligarchique, pourquoi pas. Alors, les membres de Ligue peuvent être maintenant appelés à la guerre contre l'empereur, même s'ils ont un traité de paix avec lui. Une trêve avec lui. Ok. Pourquoi pas. Lorsque les protestants, la Ligue protestante gagne,
la religion du Saint-Empire romain germanique deviendra officiellement protestant, donc la Ligue catholique n'a plus la possibilité de renverser la victoire. Ah oui, parce qu'avant, j'imagine que en fait, le Saint-Empire romain restait catholique, même si les protestants avaient gagné, et du coup, les catholiques pouvaient quand même renverser le cours des événements. Ouais. Ceci a été fait à cause du fait d'avoir retiré les trêves ici. Ouais, quel est le lien? Je sais pas. Le bonus pour le Saint-Empire romain, qui est officiellement de notre religion, est maintenant le même pour protestants et pour catholiques. D'accord, oui, parce qu'effectivement j'avais vu hier dans une partie que les bonus étaient différents. Et je trouvais celui des catholiques mieux. Donc là au moins c'est pas mal. Alors est-ce que ça veut dire que c'est exactement les mêmes? Parce que ça paraît peut-être pas forcément logique. Si c'est exactement les mêmes, bon ok, pourquoi pas. Mais si chacun a un peu quand même sa personnalité mais qu'ils sont équilibrés, c'est pas mal aussi quoi. Bref, en termes d'idées, voyons voir. D'accord, la dernière idée de la doctrine militaire offensive, ils ont bumpé de 2,5% à 5% la vitesse de récupération du moral de nos armées. Ouais, ça c'est bien, parce qu'honnêtement je trouvais 2,5% que c'était faible pour le maximum de ces idées-là, c'était d'un faible, déjà 5% je trouve que c'est faible aussi. Mais bon, 2,5, donc voilà, déjà ils ont doublé cette vitesse-là, c'est déjà pas mal. Alors, les nations personnalisées maintenant, d'accord, on a beaucoup moins de chances d'avoir de l'or dans nos provinces en guise voyons voir, de biens productibles aléatoires. Parce qu'en gros, quand vous fondiez votre province dans des zones inexplorées, ça générait aléatoirement le contenu de cette province. Et du coup, il suffisait de se positionner dans des provinces où on savait qu'il y avait de fortes chances d'avoir de l'or, j'imagine, pour avoir cet or-là et commencer directement avec de l'or, ce qui pouvait être un peu abusé. Ok. Ensuite, ils ont bumpé le coût des républiques marchandes de 20 à 40. Ça, je sais pourquoi. Ça, c'est à cause de TradyMcTrade, la vidéo qu'a fait Arumba, où il expliquait un gros exploit où on commence avec une république marchande et où on bouffe toutes les terres intéressantes de la Manche. Et du coup, bon, ben, en doublant le coût de la République marchande, ça permet de casser un peu les pieds à ce nouveau build. Donc c'est, voilà, ils avaient dit qu'ils allaient le patcher, donc c'est fait. Âge maximum du dirigeant est de 40 ans et de l'héritier de 30. Ok, alors je sais pas, est-ce qu'il y avait une limite avant? Je n'ai même pas regardé, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte. J'imagine que ça permet d'éviter d'avoir un héritier, enfin les deux qui ont 70 ans, mais de les mettre tous les deux à 0. Du coup, dès les premiers mois, les deux ils meurent et direct, comme ça, on récupère un meilleur dirigeant. Je ne sais pas, faudrait voir. Ensuite, alors un coup, d'accord, ok. Donc si on met notre capitale dans le Saint-Empire romain germanique, ça coûte plus cher quand on fait notre nation personnalisée. Ok. C'est vrai que les nations dans le Saint-Empire romain ont des bonus assez intéressants, donc ça paraît logique que le coût soit un petit peu plus élevé. Ensuite, les groupes technologiques ne coûtent plus de points dans les setups customisés. Les groupes technologiques, what? Mais ça veut dire que je peux démarrer occidental en Amérique du Nord comme ça? Sans que ça me coûte rien? Faudra que je vérifie, faudra que je regarde. C'est pas possible. C'est bien ça, groupe technologique, ouais, groupe occidental, groupe bidule, groupe truc. Cette ligne elle me laisse perplexe. Faudra confirmer en jeu ce que ça donne. Alors l'hindouisme donne maintenant plus intolérance envers les hérétiques. Ah non. Bah. Ah d'accord. Oui, alors c'est la différence. Donc les hérétiques et les païens. Voilà, Ethan c'est les païens, pardon. Donc ils ont plus d'intolérance envers les païens plutôt que plus d'intolérance envers les hérétiques. Ok, pourquoi pas. Le cooldown du sacrifice Nawalt a été réduit de 5 ans à 3 ans. Bon, j'ai pas joué Nawalt, donc bon, j'imagine que c'était nécessaire. Ensuite, la réduction... Ok, donc quand on passe une réforme, la réduction en Doom, la nouvelle mécanique là des Nawalt, donc c'est les Aztèques, ce genre de choses. Donc ça c'est pour toi Xalorian si tu regardes la vidéo. C'est pour tes Aztèques dans notre multijoueur. Du coup tu vas perdre plus de Doom en passant une réforme.
Voilà, c'est cool. Ok, bah pareil, ça c'est pour moi, c'est pour les ITSA. On garde plus de provinces à chaque fois qu'on passe une réforme. Ok, cool. Ensuite, le moral des Sikish, le boost de morale est de 0,1 au lieu de 0,05. Ok, donc ils ont doublé là aussi, ça devait être trop bas, 0,05. Ensuite, donc l'annulation d'un vassal par la diplomatie ou par la guerre vire toutes les provinces légitimes et les revendications que le seigneur de ses vassaux avait avant. Donc ça c'est super intelligent parce que vous prenez la France, elle a tous ses vassaux là, vous savez, Auvergne, Foix, Armagnac, ce genre de choses. Si en début de partie vous arrivez à faire en sorte qu'il annule sa vassalisation, ben qu'est-ce qu'il se passait avant? Ben, la France avait toujours ces trucs là en province légitime, donc dans les années qui suivaient, dès que la trêve était terminée, ils attaquaient ses vassaux et ils les bouffaient. Ce qui n'était pas très logique quoi au final, parce que quelque part c'était presque leur rendre service de briser le lien de vassalage, parce que comme ça en fait ils avaient juste à envahir et à faire parce qu'ils avaient le casus belli pour province légitime, c'est le plus puissant quoi. Voilà. Et du coup bon ça faisait que ça avait aucun intérêt de casser la France en lui faisant annuler ses vassaux. En tout cas des vassaux sur lesquels elle avait la province légitime. Donc maintenant, bah boum. Si vous perdez votre vassal, si vous aviez des légitimités sur ces provinces-là, vous les perdez. Ça peut faire mal. Il n'est plus possible d'appeler des pays dans des guerres qui ont démarré avant le début de la partie. Bon, ça c'est par exemple la France qui ne peut plus appeler la Castille à la rejoindre dans la guerre de 100 ans, qui est une guerre qui a commencé avant la première date du jeu. Donc ça paraît logique. Pourquoi pas. Alors le pillage a été retravaillé et maintenant se produit uniquement lorsque l'on capture une province ennemie. Alors le pillage, j'en ai jamais parlé encore dans mes vidéos, mais en fait ce qui se passait avant, c'est que quand vous déplaciez une armée dans les territoires ennemis qui n'étaient pas adjacents à vos propres territoires, donc admettons le mec il a une dizaine de territoires et il a une bordure de 2 territoires avec vous, vous passiez ces 2 territoires, ou un des territoires, et vous alliez dans une province qui était à un plus loin, et hop, vous preniez un peu d'or. Et ça allait directement dans votre coffre. Donc maintenant, c'est quand on siège la province et qu'on occupe la province, ce qui est 100 fois plus logique. Je veux dire, c'est quand on occupe la province qu'on la pille, c'est pas juste en passant au travers, quoi. C'était un peu abusé surtout, parce qu'en fait, il suffisait de tourner comme ça dans les trucs ennemis, et du coup, on prenait toujours 2-3 mercenaires pour se balader. Là, au moins, c'est logique. Les gains de tradition et de prestige des batailles ont été retravaillés pour être mieux à l'échelle par rapport au nombre d'hommes qui ont été impliqués dans la bataille. Donc ça c'est super, parce que la tradition militaire, franchement on en gagnait mais pas assez dans des grosses batailles par exemple. Donc du coup je pense que ça a été un peu mieux. Et pareil pour le prestige, on pouvait gagner 5 de prestige quand avec 30 000 hommes on en écrasait 2000 quoi. Qui était pas logique, là il faudrait gagner quoi, 0,5, 1 maximum. Donc ça c'est mieux, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ok bon, là l'IA est meilleure pour jouer les Aztèques, on va dire. Là l'IA est meilleure aussi pour réévaluer la force des alliances avant de déclarer une guerre, ce qui prévient contre les déclarations de guerre suicidaires. À cause des relations et des alliances entre les pays qui changent entre le moment où l'IA planifie une guerre et le moment où l'IA la déclare. Parce qu'en fait l'IA dans ce jeu, elle fait pas les trucs du jour au lendemain, il y a quand même un système un petit peu de planification sur voir qui elle va attaquer comment. Ce qui se passait avant, c'est que si les alliances changeaient entre temps, elle le prenait pas en compte et du coup ça donnait des déclarations de guerre absolument merdiques quoi. Bon voilà, donc on va passer à l'interface vite fait, mais bon je pense que la plupart d'entre vous vont s'arrêter là, parce qu'on a fait le tour des choses les plus intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on a alors sur le tooltip du bouton play, il y a une petite information qui indique si quelqu'un est en train d'éditer ou de designer une nation. Ok. Les clients multijoueurs peuvent voir maintenant quels sont les DLC actifs par le lot. Ça c'est cool, ça c'est génial. Ça va être plus simple du coup pour se coordonner, pour savoir qui a quel DLC et comment qui doit être lot. Nouveau map mode économique au lobby avant de
lancer la partie, et c'est utile pour les nations customisées. Donc ça permet de voir quelles vont être les... quelle est la puissance économique des provinces que l'on prend lorsqu'on customise notre nation. La fenêtre d'options est maintenant divisée entre général, multijoueur et setup personnalisé. Oui, parce qu'en fait, il commençait à y avoir de plus en plus d'options dans ce truc-là. Surtout qu'ils en ont rajouté encore. Donc du coup, ils ont splitté ça entre différentes tabs. Donc c'est très bien. Alors, un bouton pour randomiser les idées nationales. Ouais, ok. Pour randomiser les idées nationales. Oui, parce qu'en fait, avant, il y avait un bouton pour randomiser le drapeau, le nom, tous ces trucs-là. Et ça devait pas encore exister pour les idées nationales. Ok, pourquoi pas. Ils ont amélioré des tooltips. Ils ont ajouté une alerte et des tooltips pour les groupes technologiques, religions, gouvernements qui ne sont pas compatibles. Voilà. Si vous prenez des trucs qui sont pas compatibles entre eux, groupes technologiques, religion et gouvernement, bah c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que on va plus pouvoir faire des nordiques occidentalisés? Ça serait dommage. La liste des gouvernements sont maintenant regroupés en monarchie, république, tribaux et spéciales, donc ça tant mieux parce que j'avais trouvé un peu bizarre quand j'avais créé ma nation d'avoir cette grande liste de trucs. Donc là au moins c'est groupé, c'est bien. Alors augmentation du niveau d'idées, le tooltip explique maintenant bien mieux les coûts en points. Ok voilà, bon bah, un meilleur tooltip pour ce truc là quoi. Le coût en points est maintenant affiché à côté de chaque idée customisée, ça c'est bien. On voit le sous-coût. Alors en fait, ouais d'accord, donc pour les nations, pour le nom de la nation, ils ont augmenté le maximum de lettres à 24. Voilà. On peut maintenant changer le nom et la description des idées nationales. Donc ça c'était bien, c'était un truc que je voulais faire pour ma campagne avec les Vikings. Je voulais donner des noms particuliers mais on pouvait pas. Donc on se retrouvait avec les noms et les descriptions. Donc ça c'est pour le côté roleplay, j'ai envie de dire. Si on travaille vraiment sa nation, on peut leur donner du coup des noms, juste le nom, hein, pas l'effet quoi. Vous voyez, si vous prenez le truc qui rajoute un colon, avant c'était quoi, des terres d'opportunité, je crois ça s'appelait. Bah là non, vous y donnez votre nom, j'en sais rien moi. J'en ai pas qui viennent là, mais vous pouvez lui donner un nom quoi. Alors ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, ils ont, en fonction de la puissance, ouais, ils ont mis les icônes au bouton des idées. Ouais. Ouais, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ok, ils ont corrigé quelques des problèmes d'IHM quand les noms des pays étaient trop longs. Alors, lorsqu'on est en Steam Offline, hors ligne, les tooltips, le tooltip explique pourquoi le bouton est grisé pour jouer en mode Iron Man, parce qu'on ne peut pas jouer en mode Iron Man si Steam est en offline. Voilà. Encore d'autres tooltips. Les alertes d'offres diplomatiques sont maintenant retirées en mode observation. Oui, bon ça. Il y a un icône maintenant dans le tooltip pour la mission d'exploration. D'accord. Bon, moi je l'ai pas encore vu ça. Voilà. Ok, donc ça explique que la quête pour le nouveau monde est requis pour pouvoir. Ah oui, bah j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur le mail aujourd'hui, qui me disait qu'il ne pouvait pas explorer la haute mer, il ne pouvait qu'aller sur les côtes. Ben voilà, ça explique. En fait, il faut bien la quête pour le nouveau monde, qui est la deuxième idée du groupe d'idées exploration, et pour pouvoir en fait envoyer nos bateaux explorer au-delà des côtes. Bon, ensuite du modding, donc ça je vais pas faire le tour, scripting je vais pas faire le tour, des bugs qui ont été corrigés, il y en a un gros paquet quand même. Et à la fin, Tunis doit être absolument détruite. Ouais, ça tombe bien dans ma partie aussi. Ça c'est une référence à un sénateur romain, je crois, qui avait dit Carthago delenda est, Carthage doit être détruite, et Rome a détruit Carthage. C'est antique, voilà. Donc voilà, ça fait le tour de ce petit patch note. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. En attendant, bon ben je vous souhaite une excellente journée. Jouez bien à Europa Universalis 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime. Et puis ben je vous revois, j'espère justement, sur mes vidéos assez rapidement. Du coup, ben, bonne soirée et à très bientôt.
biens productibles aléatoires. Parce qu'en gros, quand vous fondiez votre province dans des zones inexplorées, ça générait aléatoirement le contenu de cette province. Et du coup, il suffisait de se positionner dans des provinces où on savait qu'il y avait de fortes chances d'avoir de l'or, j'imagine, pour avoir cet or-là et commencer directement avec de l'or, ce qui pouvait être un peu abusé. Ok. Ensuite, ils ont bumpé le coût des républiques marchandes de 20 à 40. Ça, je sais pourquoi. Ça, c'est à cause de TradyMcTrade, la vidéo qu'a fait Arumba, où il expliquait un gros exploit où on commence avec une république marchande et où on bouffe toutes les terres intéressantes de la Manche. Et du coup, bon, ben, en doublant le coût de la République marchande, ça permet de casser un peu les pieds à ce nouveau build. Donc c'est, voilà, ils avaient dit qu'ils allaient le patcher, donc c'est fait. Âge maximum du dirigeant est de 40 ans et de l'héritier de 30. Ok, alors je sais pas, est-ce qu'il y avait une limite avant? Je n'ai même pas regardé, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte. J'imagine que ça permet d'éviter d'avoir un héritier, enfin les deux qui ont 70 ans, mais de les mettre tous les deux à 0. Du coup, dès les premiers mois, les deux ils meurent et direct, comme ça, on récupère un meilleur dirigeant. Je ne sais pas, faudrait voir. Ensuite, alors un coût, d'accord, ok. Donc si on met notre capitale dans le Saint-Empire romain germanique, ça coûte plus cher quand on fait notre nation personnalisée. Ok. C'est vrai que les nations dans le Saint-Empire romain ont des bonus assez intéressants, donc ça paraît logique que le coût soit un petit peu plus élevé. Ensuite, les groupes technologiques ne coûtent plus de points dans les setups customisés. Les groupes technologiques, what? Mais ça veut dire que je peux démarrer occidental en Amérique du Nord comme ça? Sans que ça me coûte rien? Faudra que je vérifie, faudra que je regarde. C'est pas possible. C'est bien ça, groupe technologique, ouais, groupe occidental, groupe bidule, groupe truc. Cette ligne elle me laisse perplexe. Faudra confirmer en jeu ce que ça donne. Alors l'hindouisme donne maintenant plus intolérance envers les hérétiques. Ah non. Bah. Ah d'accord. Oui, alors c'est la différence. Donc les hérétiques et les païens. Voilà, Ethan c'est les païens, pardon. Donc ils ont plus d'intolérance envers les païens plutôt que plus d'intolérance envers les hérétiques. Ok, pourquoi pas. Le cooldown du sacrifice Nawalt a été réduit de 5 ans à 3 ans. Bon, j'ai pas joué Nawalt, donc bon, j'imagine que c'était nécessaire. Ensuite, la réduction... Ok, donc quand on passe une réforme, la réduction en Doom, la nouvelle mécanique là des Nawalt, donc c'est les Aztèques, ce genre de choses. Donc ça c'est pour toi, Xalorian, si tu regardes la vidéo. C'est pour tes Aztèques dans notre multijoueur. Du coup, tu vas perdre plus de Doom en passant une réforme. Voilà, c'est cool. Ok, bah pareil, ça c'est pour moi, c'est pour les Itza. On garde plus de provinces à chaque fois qu'on passe une réforme. Ok, cool. Ensuite, le moral des Sikish, le boost de morale est de 0,1 au lieu de 0,05. Ok, donc ils ont doublé là aussi, ça devait être trop bas, 0,05. Ensuite, donc l'annulation d'un vassal par la diplomatie ou par la guerre vire toutes les provinces légitimes et les revendications que le seigneur de ses vassaux avait avant. Donc ça c'est super intelligent parce que vous prenez la France, elle a tous ses vassaux là, vous savez, Auvergne, Foix, Armagnac, ce genre de choses. Si en début de partie vous arrivez à faire en sorte qu'il annule sa vassalisation, ben qu'est-ce qu'il se passait avant? Ben, la France avait toujours ces trucs là en province légitime, donc dans les années qui suivaient, dès que la trêve était terminée, ils attaquaient ses vassaux et ils les bouffaient. Du coup effectivement, ok, donc on commence le jeu avec plus de terres explorées. Quand enfin de terres terrestres, hein, de terre, c'est logique, terrestre, de cases terrestres explorées au lancement de la partie avec une nation personnalisée sur le même continent que notre capitale. Donc ça, en gros, j'imagine qu'avant, parce que moi effectivement j'avais fait le test avec la partie avec les Vikings. Bon, j'avais trouvé qu'on avait pas mal d'exploration au début. Au final, en Amérique du Nord, ça m'a pas choqué en tout cas. Donc du coup, bon, ouais, je vois pas trop l'intérêt de ça, mais bon, pourquoi pas. L'exploration navale automatique va maintenant explorer des zones beaucoup plus larges. D'accord. Donc, ça va explorer des zones beaucoup plus larges, et ces zones sont basées sur les nœuds de commerce. Et cela affichera un message lorsque leur mission est terminée. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que
toujours cette histoire d'explorateurs qui ont fini leur mission et qu'on oublie pendant 10 ans. L'exploration manuelle a été à nouveau désactivée avec le fait d'avoir retravaillé comme ça. Parce que, en gros, à la 1.10, vous pouviez pas faire d'exploration manuelle et vous avez juste leur système, sauf qu'ils se sont rendus compte que, dans les faits, une fois que les joueurs avaient commencé à jouer avec, ça marchait pas. Et c'était pas bon, c'était pas bien foutu. Du coup, dans le 1.10.1, ils avaient dit, ok, vous pouvez à nouveau explorer manuellement. Et là, dans la 1.11, du coup, ils disent non, vous ne pouvez plus explorer manuellement. Maintenant, on reprend le système, mais on l'a amélioré. Donc ça devrait aller. Donc ensuite, en gratuit. Alors ça, j'imagine, expansion future, ça doit être des trucs Eldorado, du coup. Faut avoir Eldorado pour profiter des 5 premières, là. 6 premières. Ensuite, en termes de fonctionnalités gratuites, donc ils ont sorti le DLC gratuit Women in History, donc les femmes de l'histoire, qui ajoute une centaine d'événements basés autour de femmes historiquement significantes, enfin significantes, ça veut rien dire je crois en français, en tout cas qui ont joué un rôle dans l'histoire quoi. Ce DLC ajoute aussi ah voilà, ça c'est sympa. En fait, on va maintenant avoir des conseillers féminins. Voilà. Avec des portraits féminins et tout pour les conseiller. Donc ça c'est pas mal. Voilà, ils peuvent être rarement générés dans notre cours. Donc dans la liste des trucs disponibles. Et par contre, ces femmes, conseillers femmes, peuvent popper à cause des événements, des 100 événements qui ont été rajoutés dans ce DLC gratuit. Voilà. Donc c'est la journée de la femme, du coup voilà, à toutes les femmes, un gros bisou. Game balance, alors, là les choses deviennent intéressantes. Alors, can no longer cancel military, alors oui, on ne peut plus annuler un accès militaire avec un pays qui a des troupes ennemies dans leurs frontières. Alors quand on fait annuler, quand on fait annuler l'accès militaire, c'est qu'on l'avait donné. D'accord, donc si le mec il est envahi et qu'on lui a donné l'accès militaire, on peut plus lui annuler. D'accord, c'est peut-être pour éviter que leurs troupes soient bloquées quelque part, j'imagine. Du coup, non, ben non, quand... Non, ah mince. Révoquer, c'est pas la même chose quand c'est les révoque. Révoquer et annuler, c'est pas la même chose. Révoquer, je crois que c'est quand on le donne, et annuler, c'est quand on le reçoit. Voyons voir. Qu'est-ce qui ferait le plus de logique? Alors, ne peut plus révoquer l'accès militaire des pays qui ont des troupes à l'intérieur de nos frontières. Donc ça paraît logique. Ça, c'est quand on a donné à quelqu'un un accès militaire. S'ils ont leurs troupes à l'intérieur de nos frontières, on ne peut pas révoquer l'accès militaire. C'est logique. Faut attendre que ces troupes sortent. La même chose quand des troupes ennemies de cette nation sont à l'intérieur de nos frontières. Donc c'est de là vont ensemble. C'est logique. Par contre, donc ça c'est quand on l'a donné à quelqu'un. Ça c'est quand on nous l'a donné à nous. On ne peut plus l'annuler. On ne peut plus annuler notre accès militaire chez eux s'ils ont des troupes ennemies dans leurs frontières. Je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas. Faudra regarder, probablement qu'en fait c'était pour adresser un bug ou un exploit qu'ils ont rajouté ça, et je l'ai pas rencontré cet exploit, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Bref, espionnage, un espion, voilà, un espion qui a été découvert va mettre un cooldown de 5 ans pendant lesquels on ne peut pas envoyer de nouveaux espions dans le pays concerné. Dans le pays cible dans lequel il a été découvert quoi. Par contre ça n'affecte pas le fait de fabriquer des revendications. Donc tant mieux parce que putain sinon imaginez le bordel. Mais ça concerne uniquement le groupe d'idées de l'espionnage. Donc moi mon conseil c'est de toute façon ne le prenez pas. Donc ça va pas vraiment avoir d'impact en tout cas sur mes parties à moi. Mais après voilà, ça rend en tout cas les idées d'espionnage encore plus inutiles qu'elles le sont déjà aujourd'hui. Donc bon. Les républiques oligarchiques ne peuvent plus avoir de mariages royaux. Ok, oligarchique, pourquoi pas. Alors, les membres de Ligue peuvent être maintenant appelés à la guerre contre l'empereur, même s'ils ont un traité de paix avec lui. Une trêve avec lui. Ok. Pourquoi pas. Lorsque les protestants, la Ligue protestante gagne,
la religion du Saint-Empire romain germanique deviendra officiellement protestant, donc la Ligue catholique n'a plus la possibilité de renverser la victoire. Ah oui, parce qu'avant, j'imagine que en fait, le Saint-Empire romain restait catholique, même si les protestants avaient gagné, et du coup, les catholiques pouvaient quand même renverser le cours des événements. Ouais. Ceci a été fait à cause du fait d'avoir retiré les trêves ici. Ouais, quel est le lien? Je sais pas. Le bonus pour le Saint-Empire romain, qui est officiellement de notre religion, est maintenant le même pour protestants et pour catholiques. D'accord, oui, parce qu'effectivement j'avais vu hier dans une partie que les bonus étaient différents. Et je trouvais celui des catholiques mieux. Donc là au moins c'est pas mal. Alors est-ce que ça veut dire que c'est exactement les mêmes? Parce que ça paraît peut-être pas forcément logique. Si c'est exactement les mêmes, bon ok, pourquoi pas. Mais si chacun a un peu quand même sa personnalité mais qu'ils sont équilibrés, c'est pas mal aussi quoi. Bref, en termes d'idées, voyons voir. D'accord, la dernière idée de la doctrine militaire offensive, ils ont bumpé de 2,5% à 5% la vitesse de récupération du moral de nos armées. Ouais, ça c'est bien, parce qu'honnêtement je trouvais 2,5% que c'était faible pour le maximum de ces idées-là, c'était d'un faible, déjà 5% je trouve que c'est faible aussi. Mais bon, 2,5, donc voilà, déjà ils ont doublé cette vitesse-là, c'est déjà pas mal. Alors, les nations personnalisées maintenant, d'accord, on a beaucoup moins de chances d'avoir de l'or dans nos provinces en guise de ce qui n'était pas très logique quoi au final, parce que quelque part c'était presque leur rendre service de briser le lien de vassalage, parce que comme ça en fait ils avaient juste à envahir et à faire parce qu'ils avaient le casus belli pour province légitime, c'est le plus puissant quoi. Voilà. Et du coup bon ça faisait que ça avait aucun intérêt de casser la France en lui faisant annuler ses vassaux. En tout cas des vassaux sur lesquels elle avait la province légitime. Donc maintenant, bah boum, si vous perdez votre vassal, si vous aviez des légitimités sur ces provinces-là, vous les perdez. Ça peut faire mal. Il n'est plus possible d'appeler des pays dans des guerres qui ont démarré avant le début de la partie. Bon, ça c'est par exemple la France qui ne peut plus appeler la Castille à la rejoindre dans la guerre de 100 ans, qui est une guerre qui a commencé avant la première date du jeu. Donc ça paraît logique. Pourquoi pas. Alors le pillage a été retravaillé et maintenant se produit uniquement lorsque l'on capture une province ennemie. Alors le piège, j'en ai jamais parlé encore dans mes vidéos, mais en fait ce qui se passait avant, c'est que quand vous déplaciez une armée dans les territoires ennemis qui n'étaient pas adjacents à vos propres territoires, donc admettons, le mec il a une dizaine de territoires et il a une bordure de 2 territoires avec vous, vous passiez ces 2 territoires, ou un des territoires, et vous alliez dans une province qui était à un plus loin, et hop, vous preniez un peu d'or. Et ça allait directement dans votre coffre. Donc maintenant, c'est quand on siège la province et qu'on occupe la province, ce qui est 100 fois plus logique. Je veux dire, c'est quand on occupe la province qu'on la pille, c'est pas juste en passant au travers, quoi. C'était un peu abusé surtout, parce qu'en fait, il suffisait de tourner comme ça dans les trucs ennemis, et du coup, on prenait toujours 2-3 mercenaires pour se balader. Là, au moins, c'est logique. Les gains de tradition et de prestige des batailles ont été retravaillés pour être mieux à l'échelle par rapport au nombre d'hommes qui ont été impliqués dans la bataille. Donc ça c'est super, parce que la tradition militaire, franchement on en gagnait mais pas assez dans des grosses batailles par exemple. Donc du coup je pense que ça a été un peu mieux. Et pareil pour le prestige, on pouvait gagner 5 de prestige quand avec 30 000 hommes on en écrasait 2000 quoi. Qui était pas logique, là il faudrait gagner quoi, 0,5, 1 maximum. Donc ça c'est mieux, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ok bon, là l'IA est meilleure pour jouer les Aztèques, on va dire. Là l'IA est meilleure aussi pour réévaluer la force des alliances avant de déclarer une guerre, ce qui prévient contre les déclarations de guerre suicidaires. À cause des relations et des alliances entre les pays qui changent entre le moment où l'IA planifie une guerre et le moment où l'IA la déclare. Parce qu'en fait l'IA dans ce jeu, elle fait pas les trucs du jour au lendemain, il y a quand même un système un petit peu de planification sur
voir qui elle va attaquer comment. Ce qui se passait avant, c'est que si les alliances changeaient entre temps, elle le prenait pas en compte et du coup ça donnait des déclarations de guerre absolument merdiques quoi. Bon voilà, donc on va passer à l'interface vite fait, mais bon je pense que la plupart d'entre vous vont s'arrêter là parce qu'on a fait le tour des choses les plus intéressantes. Alors qu'est-ce qu'on a alors sur le tooltip du bouton play, il y a une petite information qui indique si quelqu'un est en train d'éditer ou de designer une nation. Ok. Les clients multijoueurs peuvent voir maintenant quels sont les DLC actifs par le lot. Ça c'est cool, ça c'est génial. Ça va être plus simple du coup pour se coordonner, pour savoir qui a quel DLC et comment qui doit être lot. Nouveau map mode économique au lobby avant de... C'est bienvenue sur Jace Gaming. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau patch note de European Versailles 4 qui est la 1.11 que nous avons ici. Donc c'est comme pour la 1.10 de la bonne lecture de texte. Donc je vais vous faire tout ça en français. Du coup, voilà. Alors, il faut savoir que donc il y a une nouvelle expansion qui vient de sortir, mais c'est une expansion gratuite à l'occasion de la journée de la femme. Voilà. Donc ils ont fait un truc spécial journée de la femme. Donc ça c'est sympa. Et du coup, bon, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées et retirées. Donc du coup, on va commencer. Et puis bon, pareil comme la dernière fois, je vais pas absolument tout faire, mais je vais couvrir, je pense, les éléments essentiels. Donc du coup, maintenant en fait, on va pouvoir avoir l'option d'ajouter des nations customisées après avoir chargé une partie sauvegardée, alors qu'avant dans les parties sauvegardées on pouvait pas ajouter de nouvelles nations customisées. Les nouveaux joueurs ne pourront pas rejoindre une partie en multijoueur après que d'autres joueurs aient commencé à éditer des nations customisées, parce que cela causerait un... Je sais pas ce que veut dire OOS, mais j'imagine que bon, ça causerait un problème quoi. Donc voilà, si les joueurs ont commencé à créer des nations customisées dans une partie multijoueur, et ben si quelqu'un d'autre rejoint entre temps, ça marchera plus. Voilà, il pourra pas rejoindre en gros. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, toutes les nations démarrent maintenant avec un petit peu plus d'or et de limite de force pour leurs armées. Qui est équivalent à un niveau de taxe de base de 20 en setup customisé. Donc, ça veut dire quoi ça en fait exactement? Toutes les nations commencent avec au moins 20 de base taxes. C'est comme ça que je le comprends moi. Quand on fait un truc custom, toutes les nations ont au moins 20 base taxes. Ça permet, en gros, j'imagine que si vous faites une nation qui a juste une simple petite province mais qui à côté a des super idées, ça permet peut-être un petit peu mieux de balancer tout ça. Je sais pas, faudra tester, faudra regarder. Ensuite, alors DHE, que veut dire DHE déjà? Je ne sais pas. Alors, ce sont des événements, je pense qu'ils parlent d'événements. Donc tout ce qui est événements historiques, ce genre de choses, est maintenant activé lorsqu'on joue avec des provinces aléatoires, randomisées ou à plat. Alors c'était le concept de dire toutes les provinces ont un base tax de 2 ou 3 par exemple. Comme ça en multijoueur tout le monde a les mêmes chances quoi au départ. Plus de provinces qui valent 12 ou 15, toutes les provinces ont la même valeur. C'est une idée d'approche multijoueur, ça peut être intéressant à tester. Ouais, je suis pas certain si ça veut dire que ces trucs historiques sont activés que quand on est en normal ou historique, mais pas en random ou aplati. Je vous avoue que je trouve que cette phrase est mal formulée. Bref, vous comprenez l'idée, je pense. On va passer à la suivante. Alors, nouvelle option pour avoir des nations aléatoires. Ah d'accord. Ok, donc c'est que on peut en fait faire en sorte que le monde entier soit généré de nations aléatoires. Plus utiliser les nations historiques du tout, donc complètement aléatoires, et elles auraient des noms et des drapeaux générés aléatoirement. Voilà, c'est une option en tout cas pour le faire. Si vous mettez cette option au lancement du jeu, ben, vous aurez aucune nation historique et vous aurez que des trucs complètement générés aléatoirement et avec un drapeau généré aléatoirement. Du coup